Bon, je vous avoue, il y a des jours où il vaut quand même mieux fermer sa gueule. Alors hier, je me suis levé à 2 heures du matin pour vous faire une vidéo. D'ailleurs, vous êtes venus en nombre parce qu'on a largement fait péter les 15 000 vues et ça devient fréquent. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai été obligé d'encenser les chiffres de Nvidia. On a vu les futurs, on s'est dit, ouais, c'est gold, c'est gold. Ensuite, il y a le 1245 sur la RTS qui m'a demandé mon avis, et j'ai plus ou moins dit la même chose que dans ma vidéo, mais en plus, j'ai dit que c'était pas comme ça qu'on allait se péter la gueule. Résultat, à 10h37 hier, heure de New York, le marché s'est retourné, le S&P 500 s'est pris 3,5% dans les dents depuis le plus haut de la séance, et on termine sous les supports, sous la moyenne mobile, et on nous parle déjà de dead cross à venir. J'aurais mieux fait de fermer ma gueule quand même, évidemment, et même si je pense qu'on n'est pas encore parti pour le crash, ça a une sale tronche, et même si ça rebondit un peu ce soir comme tous les vendredis, il va falloir s'arracher sérieusement. Bon, on fait le tour de voir pourquoi ça a baissé, et pourquoi soudainement on s'énerve sur des sujets qu'on connaissait, mais qu'on voulait pas voir parce que ça gâchait la hausse. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 21 novembre, et je vous promets que dans cette vidéo, on ne parlera pas des chutes de neige surprenantes pour un mois de novembre. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors parlons de la séance d'hier, parce que là, franchement, Wall Street nous a fait un combo dont même Hollywood n'aurait pas osé rêver. Une ouverture façon Christmas Party, une journée façon film catastrophe, et une clôture façon enterrement de première classe. Je te jure, si tu voulais résumer le truc en espèce de gif, ce serait un clown qui gonfle un ballon et puis du ballon qui lui pète en pleine tronche. Pourquoi? Parce que Nvidia a sorti le trimestre parfait, pas un bon trimestre, pas un très bon trimestre, non, un trimestre délirant, humiliant, surdimensionné, presque indécent. Vous connaissez l'histoire, on en a parlé toute la journée. Le genre de trimestre qui ferait rougir Apple, Amazon, Google, tout le monde. Évidemment, Jensen Huang arrive en perfecto, il se pose sur scène comme s'il s'apprêtait à sortir un album de rock, et il nous explique tranquillement que la demande pour les Blackwell Ultra est off the chart. Ça, on connaît. On a plus de clients que de GPU, les gars, ça déborde de partout. Normalement, ce genre de phrase déclenche instantanément un délire boursier et un massacre des shorts sur l'hôtel des options. Et d'ailleurs, ça a marché. Ça a marché puisque, à l'ouverture, le S&P flirtait quand même avec les 6770 points. Le Nasdaq s'envolait comme une fusée SpaceX sur un bon jour et les cryptos jouaient l'hymne du to the moon. Bref, on y croyait à fond, on était presque convaincus que c'était pas encore cette fois que ça allait vraiment casser. Encore une fois, on était convaincus. On s'est dit, ouais, c'est bon, l'IA a gagné, la fête continue, on décapote, on met les cheveux au vent, pour ceux qui ont des cheveux, et direction les sommets historiques. Jusqu'à ce fameux moment, à 10h37. Le moment que le marché n'oubliera pas. 10h37, heure de New York, 10h37. C'est l'heure exacte où quelqu'un, quelque part, a dû renverser son café sur le bouton sell, 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 sell. Pas de news, pas d'annonce, pas un tweet, pas un geste, juste l'extinction des feux. D'un coup, une vague de vente s'est abattue sur le marché, les écrans passent au rouge plus vite qu'un camion Coca-Cola qui roule sur le traîneau du Père Noël, et les traders arrêtent de sourire, les algos paniquent, le Bitcoin se fait prendre dans le tourbillon comme un touriste paumé sur Times Square, et là, tout le monde se demande, mais bordel, qui c'est qui a éteint la lumière? Réponse: personne ne sait. Alors là, on devient philosophe. On parle corrélation Bitcoin-Nasdaq, ce qui n'a absolument aucun sens. On parle Lisa Cook de la Fed qui s'inquiète du private credit. On parle de Burry qui crie magouille comptable chez les hyperscalers. On ressort du même coup les vieux rapports pourris du MIT qui disent 95% des boîtes qui testent l'IA n'en retirent aucun bénéfice. Fantastique timing. Toutes qu'on connaît depuis des mois sont soudainement ressortis en plein jour et soudainement ça nous intéresse. Et petit à petit, on sentait monter la vraie odeur de la peur, le truc qui pue, là, un truc un peu bizarre. C'est qui fait qu'on serre les fesses et qu'on regarde notre compte titre toutes les 3 minutes. Ensuite, l'avalanche s'enclenche. Les obligations montent, les taux baissent, le VIX, l'indicateur de la panique, grimpe jusqu'à 28%, sont plus hauts depuis le mois d'avril. Je rappelle une règle simple, quand le VIX passe au-dessus des 25, généralement on se met en position du lotus et on attend que ça passe. Résultat, le S&P 500 décroche de 3,5% depuis son plus haut du jour, un truc qu'on n'avait plus vu depuis que Trump s'est mis à taxer le monde entier. Le Nasdaq, lui, il a perdu plus de 2% en clôture, les small caps se font essorer comme du linge sale, et Nvidia, à la banque centrale des GPU, le guide de la finance mondiale, l'image même de la perfection et de l'avenir de l'humanité, le phare dans la nuit qui ramène les traders au port en cas de tempête, elle a fini dans le rouge. Oui, la boîte qui a sorti les meilleurs résultats du trimestre de tout le S&P 500 finit la journée sous l'eau. Même en politique, on retourne pas sa veste aussi vite. Alors pourquoi ça?
Eh ben parce que les investisseurs ont cru que Nvidia allait sauver la planète, les baleines et régler le réchauffement climatique, amener la paix dans le monde et accessoirement permettre aux iPhones d'enfin pouvoir faire le café et des massages. Mais l'euphorie a tenu aussi longtemps qu'une promesse électorale et peut-être même moins. Parce qu'en vrai, derrière toute cette histoire d'IA, les questions qu'on évitait depuis 2-3 semaines reviennent comme un boomerang. D'où vient l'argent? Qui va vraiment utiliser toute cette puissance? Pourquoi amortir des GPU sur 6 ans quand Nvidia en sort un nouveau tous les 24 mois? Et pourquoi 95% des entreprises n'en tirent aucune valeur? Oui, encore ce fameux rapport pourri du MIT. Et pendant qu'on se pose ces questions existentielles, on entend un mot qu'on croyait mort, le mot surcapacité. Et alors là, cerise sur le gâteau, on parle des Dark Data Center. Ouais, ça fait un peu Marvel, c'est la version 2025 de la Dark Fiber de 2001. En l'an 2000, en pleine ascension de la bulle Internet, on a enterré des milliers de kilomètres de fibres optiques pour pouvoir offrir l'infrastructure nécessaire à Internet qui explosait à la vitesse de la lumière. Et puis le crash venant, l'argent ayant disparu, on s'est retrouvé avec des milliers de kilomètres de fibres qui n'est connecté à rien et qui sert de compost quelques mètres sous terre. Eh ben, figurez-vous qu'hier, en plein Riversal, on a commencé à parler de Dark Data Center, des immenses bâtiments de milliers de mètres carrés bourrés de GPUs Blackwell flambant neufs qui tournent dans le vide au milieu du désert. Et on sait tous comment ça finit quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. Oui, des entrepôts gigantesques remplis de puces flambant neufs qui tournent dans le vide au milieu du désert. Magnifique vision d'avenir. Bref, du moment où on a réalisé qu'il y avait pas mal de soucis qu'on avait ignorés et laissés derrière nous, tout est parti en cacahuète. Entre mercredi soir et jeudi soir, Nvidia a gagné, puis perdu 450 milliards de market cap. Un petit aller-retour à 900 milliards en 24 heures. Le genre de truc qui te rappelle quand même que la réalité à Wall Street est un concept très flexible. Et ensuite sont venues les explications débiles. Alors Bitcoin a cassé les 90 000 à la baisse, donc les algos ont vendu le Nasdaq. Bien sûr! La même logique que la corrélation entre le Dow Jones et la reproduction des canards colverts dans Central Park. Et cette corrélation-là, je ne plaisante pas, on en parlait à la fin des années 90. Par contre, alors à propos de la corrélation, il y a un type qui a dit un truc très classe, hier, très smart, très intelligent, brillant même je dirais. La corrélation n'est pas la causalité, mais si tout le monde traite dessus, alors ça devient la causalité. Et puis évidemment, on ressort tout ce qu'on ne voulait pas voir. Le consommateur américain qui n'est plus au top de son game, la consommation de base et la consommation discrétionnaire qui plongent ensemble, un truc qu'on n'avait plus vu depuis 1990. Les Américains n'arrêtent pas de consommer, rassurez-vous, ils arrêtent juste de consommer cher. Target déçoit, Home Depot dérape, mais Walmart explose. Le consommateur respire encore, mais clairement légèrement sous l'eau avec un tuba. Et comme la conso c'est 70% du PIB, c'est pas Nvidia qui va sauver la baraque. Ajoutez à ça, on commence à parler de la liquidité qui s'évapore, le reverse repo de la Fed qui est en train de fondre comme neige au soleil, les Japonais qui ramènent moins d'argent gratuit, les marchés qui manquent d'oxygène, et vous comprenez comment on arrive à une séance dégueulasse. Et pour couronner le tout, Ray Dalio ressort de sa retraite pour nous dire « On est dans une bulle !» Bon, à 80% du scénario de 99. Mais ne vendez pas, une bulle peut monter encore très très haut avant d'exploser. Ça me rappelle un podcast que m'a montré mon ami le trader masqué, un podcast de Gundlach, l'empereur des bonds, qui disait qu'en septembre 99, toutes les lumières clignotaient au rouge et on était certain qu'on allait se la prendre. Et c'est à ce moment que le Nasdaq s'est envolé de 80%. Même si vous aviez shorté le Nasdaq avant la hausse de 80%, un an après, vous faisiez encore une perf de 60%. Bon, vous auriez perdu quelques années de votre vie entre septembre 99 et mars 2000, mais vous auriez eu raison. Donc revenons à Dalio. Et merci au trader masqué. Lui, il pense que le danger, c'est pas Nvidia ou pas l'IA, c'est pas Jensen Huang ou les data centers. Non. Le danger, c'est les petites mains. Les investisseurs en levier, x10, x20, x50, 1200 milliards de dettes sur marge dans le système à l'heure actuelle. Il suffirait d'un tweet, il suffirait d'un signe, d'une taxe débile, d'un mauvais chiffre et tout le monde vendrait en même temps. La boule de neige deviendrait une avalanche. En conclusion de la journée d'hier, si je devais résumer, je dirais qu'on a caché pas mal de trucs sous le tapis et qu'hier soir, quand la trajectoire du marché a commencé à s'inverser, on s'est demandé comment on pourrait trouver une excuse pour justifier la baisse. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un paquet de merde sous le tapis et que ça n'était pas simple de trouver ce qui nous conviendrait pour tout vendre. Au cours des derniers mois, on a laissé beaucoup de choses pas nettes de côté, histoire de continuer notre délire haussier sur l'IA, et puis là, tout d'un coup, on revient un peu sur nos casseroles et c'est pas super rassurant. Oui, parce que des problèmes, il y en a, ne serait-ce que des problèmes macroéconomiques. On en a eu un avant-goût hier avec les chiffres de l'emploi de septembre. Le rapport de l'emploi américain est enfin sorti après 44 jours de blackout. Et franchement, ça sent la magouille à plein nez. On nous dit 119 000 jobs créés en septembre. On en attendait 50. Mais dans la ligne en dessous, on se souvient qu'en août, on avait fait perdre des jobs après révision. Magie, bricolage, Photoshop économique, je vous laisse juge. Et pendant que ça crée des jobs, le chômage, lui, il grimpe à 4,4% plus haut depuis 2021.
Donc plus de jobs, mais plus de chômeurs aussi. À ce rythme, dans 10 ans, un employé de chez Starbucks pourra s'acheter un paquet de clopes. Bref, rapport flou, daté, révisé, rafistolé, bricolé, mais présenté comme si c'était la parole divine. L'économie américaine, c'est une série Netflix, une série plein de rebondissements et plus personne ne sait si c'est écrit ou si c'est improvisé. Pour faire simple, c'est compliqué, il y a plein d'ennuis du passé qu'on n'a pas envie de voir qui refont surface et l'avenir des marchés à court terme va dépendre de l'importance que l'on donnera à ces ennuis. Et aussi un peu s'il y a encore des gens qui croient au buy the dip sur l'IA. Bref, hier c'était une sale journée, le doute est de retour, la confiance est partie en vacances, aujourd'hui les futurs rebondissent peut-être pour sauver l'honneur du vendredi. On verra le narratif qui prendra le dessus tout à l'heure. Mais une chose est sûre, la fête commence à ressembler à un enterrement et moi, des fois, j'aurais meilleur temps de fermer ma gueule. Alors, oui, ce matin, le Japon. Ah oui, et puis ce matin, le Japon annonce un stimulus de 135 milliards de dollars. Le rendement du 10 ans est à 1,78%, le 10 ans japonais, bien sûr. Ça va créer de l'inflation et ensuite, on montera les taux. Et on reparlera du carry trade. Mais c'est pour plus tard. Allez, moi j'ai un avion à prendre pour Bruxelles, LN24 ce soir pour parler IA, hyperscaler et autres trucs joyeux. Je vais essayer d'être un peu plus diplomate. On se revoit de toute façon demain pour Swiss Bliss. D'ici là, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez. Puis surtout, vous partagez. Excellente journée à tous et bonne chance, hein. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.